Ok, super, parfait. Du coup, normalement, vous voyez mon écran. Alors, je vais vous présenter mon stage qui consistait en l'intégration de TensorFlow Extended dans des pipelines de machine learning. J'étais encadré par Baptiste Sainteau, donc Bassa, qui est ici présent. Alors, du coup, pour un peu le déroulé de la présentation, on a appliqué notre sujet, c'est un stage en binôme, mais on a appliqué nos stages sur un sujet fil rouge que je vais vous présenter. Enfin, je vais un peu passer rapidement dessus, parce qu'Antoine l'a déjà présenté un peu ce matin. Ensuite, je vais attaquer dans le cœur du sujet avec l'exploration de TensorFlow Extended et va s'en suivre 3 briques qu'on a intégrées dans le pipeline, donc la data validation, l'orchestration et TensorFlow serving. Et je terminerai par une petite conclusion. Donc, pour le contexte du stage, il faut savoir que selon une étude du MIT, il y a seulement 10% des entreprises qui voient un vrai retour sur investissement de leur projet IA. Donc ça, c'est une étude qui a été menée sur un large panel et qui, en fait, montre que la majorité des POC ne vont pas jusqu'en production. Et le meilleur moyen d'avoir un retour sur investissement et d'avoir de la vraie valeur sur un POC, c'est effectivement de l'amener en production. Donc c'est autour de ça que s'axe le stage, c'est-à-dire mettre en production effectivement du machine learning et créer de la valeur avec des pipelines de machine learning qui sont délivrés jusqu'aux utilisateurs. Donc, comme je l'ai dit, c'était un stage en binôme. Donc, vous avez pu, pour ceux qui étaient déjà là ce matin, voir la présentation de Antoine qui portait sur le versionning et le réentraînement du machine learning. Et pour ma partie, je vais plus me concentrer sur l'exploration de TensorFlow Extended, donc on va appeler TFX ici, et l'implémentation des briques dans la pipeline. Donc, on a fait de la veille des pratiques, on a implémenté tout ça sur un use case dont je vais revenir un peu rapidement dessus. Et le but aussi, c'était de partager les connaissances. Donc pour le projet fil rouge, il faut savoir qu'on avait le choix entre soit modéliser notre propre algorithme, donc faire notre propre modélisation, prendre un peu notre propre sujet et industrialiser, soit prendre un sujet existant, en fait un projet existant, et comme le stage c'était vraiment de l'industrialisation, il ne fallait pas perdre trop de temps non plus sur la modélisation, on a demandé au Octo ce qu'il y avait un peu comme projet qui pouvait être intéressant et qui avait la possibilité d'industrialiser. Donc, on est tombé sur le projet de Danae, qui est un stage qui avait été fait l'année dernière, et le sujet, c'était de la classification automatique de déchets ménagers. Donc, on peut voir le front, donc là, c'était une web app, qui permet d'uploader une image de déchets, et on va se servir de l'algorithme pour prédire un peu la classe de l'objet, qui va nous dire du coup si c'est recyclable ou pas. Et le petit plus, c'est qu'il y avait une bibliothèque d'interprétabilité qui était implémentée, qui s'appelle Lime, et qui permet en vert, là, notamment, de mettre un peu en surbrillance les zones qui étaient prédominantes dans la classification de l'algorithme, donc dans la prédiction de l'algorithme. Du coup, je vais passer rapidement parce que ça a déjà été présenté ce matin, mais il y avait 3 briques. La brique classifieur, donc, qui était l'entraînement à proprement parler, c'est un réseau MobileNet TensorFlow. Il y avait 6 classes à prédire, le carton, le verre, le métal, le papier, le plastique et le non recyclable. Et il y en avait à peu près pour 3h30 d'entraînement sur un GPU et 4200 données. Donc la web app, c'est celle que vous avez vue un peu avant, qui permet du coup d'interagir avec l'algorithme et de classifier nos déchets ménagers. Et une dernière app de labellisation, donc peut-être que vous l'aviez vu, pour ceux qui étaient à Octo l'année dernière, juste avant le confinement, il y avait un ordi qui était déposé à la cafétéria du 4, il me semble, qui permettait aux Octo de prendre leurs déchets en photo et de les labelliser pour constituer une base de données pour l'entraînement de l'algorithme. Donc, pour récapituler sur ce qu'on a reçu, en fait, le projet de l'année qu'on a reçu, c'était un Git avec les 3 apps, donc le classifieur, donc ce qu'on appelle Trashabel, la partie labellisation, et la web app de classification. Et pourquoi ça nous intéressait beaucoup ce projet, c'est que déjà, il n'y avait pas pour optique de l'industrialiser au départ. C'est-à-dire qu'il y avait l'entraînement qui était fait sur un notebook, il y avait déjà un front, mais les 3 apps n'interagissaient pas entre elles, donc c'est-à-dire l'entraînement n'était pas en production, le modèle était embarqué dans la web app. Et du coup, il y avait vraiment une vision pour nous d'industrialiser tout ça et d'en faire vraiment des pipelines de ML complètes. Donc en fait, voilà l'architecture initiale du projet, donc comment on l'a reçu. Il y avait pas mal d'actions manuelles, c'est-à-dire que les données donc, de la base de données étaient déplacées à la main, généralement en local, pour faire l'entraînement du classifieur et entraîner l'algorithme, faire toutes les fonctions de pré-processing, l'évaluation, l'entraînement, tout ça a été fait généralement en local. Et une fois qu'on avait un modèle donc, qui était au format Pickle, il était déplacé à la main dans la web app de classification pour venir délivrer des prédictions. Donc c'était un modèle embarqué. Et du coup, le cycle de vie de la web app était coupé avec celle du modèle un peu. Donc ça c'est un petit teasing sur l'architecture qu'on a réussi à mettre en place à la fin du stage.
Donc, je vais vous présenter certaines briques qui sont en rapport avec TensorFlow, le serving, l'entraînement, etc. Donc, c'est un peu pour faire le teasing de l'architecture qu'on est content d'avoir mis en place durant le stage. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, TensorFlow Extended, il faut savoir, du coup, comme je l'ai dit, que tout ce qui est industrialisation du machine learning, c'est vraiment un sujet d'actualité. Et les géants de l'industrie, donc de la tech, comme Microsoft, Facebook, Google, etc., développent des outils qui vont permettre d'industrialiser, donc de faire une industrialisation de bout en bout de pipeline de machine learning. Et ces outils, ils se veulent porteurs de bonnes pratiques, donc c'est-à-dire vraiment que l'utilisateur puisse développer des pipelines de bout en bout. C'est notamment le cas avec Google. Vous connaissez sûrement TensorFlow, du coup, qui est un grand écosystème de machine learning et de deep learning de chez Google. Ils ont continué un peu dans cette lancée en faisant TensorFlow Extended, qui permet justement d'industrialiser les pipelines de machine learning. Donc ça va, la première étape de la data ingestion jusqu'au déploiement et au serving du modèle, et ça permet de faire toutes les étapes intermédiaires de manière fluide. D'ailleurs, il y a un très bon livre que je peux vous recommander qui est de O'Reilly et qui s'appelle Building Machine Learning Pipelines, qui montre un peu comment mettre justement du TensorFlow Extended en production. Donc, j'ai eu l'occasion d'implémenter TensorFlow Extended, donc TFX, dans le projet de classification automatique de déchets. Je l'ai implémenté et ça m'a permis de relever des points forts et des points faibles à l'outil et de vraiment cerner tout cet écosystème qu'il y a autour de TFX. Donc, le premier point fort, c'est de faire des pipelines de bout en bout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin normalement d'intégrer d'autres outils. Par exemple, on peut faire la data validation et le serving, tout ça va être géré par TFX et du coup, il n'y a pas besoin de switcher entre différents outils. Ensuite, la performance, c'est du TensorFlow, c'est du Google, forcément, c'est très proche souvent de la machine et du coup, on a vraiment des performances qui sont exceptionnelles. On peut, par exemple, un exemple qu'on a mis en place dans notre projet, c'est d'avoir les données qui sont chargées dans des datasets qui sont mis en cache et qui sont pré-fetch pour être distribuées au réseau de neurones. Donc, il y a vraiment beaucoup de performance. Ensuite, c'est portable. La plupart des sorties des briques de TFX sont des fichiers qui sont sérialisés au format protobuf. Donc, le protobuf, c'est un peu un mécanisme de sérialisation de Google et ça permet de pouvoir le déployer sur différents environnements. Et enfin, l'intégration dans GCP, forcément, c'est les outils de Google et ça permet d'avoir une super intégration dans tout le cloud de Google avec des visualisations directement dans le cloud, donc de nos données, de notre entraînement, plein de super visualisations. Et ensuite, les points faibles qui sont arrivés en déployant TFX dans le projet de classification. Le premier point faible, et qui n'est pas des moindres, c'est l'intégration de briques, c'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué d'intégrer TFX dans un environnement qui n'est pas TensorFlow, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à imaginer, c'est quasiment impossible de déployer du TFX avec un algorithme qui a été développé, par exemple, en scikit-learn ou en PyTorch. C'est vraiment restreint et cantonné à cet écosystème TensorFlow. Ensuite, la prise en main, personnellement, je connaissais un peu TensorFlow avant de commencer le stage, mais c'était vraiment les bases. Et c'est vrai que la prise en main est assez difficile. Pour ceux qui en ont déjà fait, peut-être qu'ils vont partager mon avis, mais j'ai l'impression que même si c'est du Python, on a parfois l'impression de ne pas rédiger du Python. C'est vraiment une syntaxe qui est un peu particulière et qui met un peu de temps à prendre en main. Ensuite, le changement est complexe, c'est-à-dire ça revient un peu sur le premier point, mais on imagine mal passer d'une pipeline en TFX à une pipeline non TFX avec d'autres outils open source. Faire le changement, c'est très compliqué. Et enfin, un dernier point faible, mais qui n'est pas des moindres, c'est il y a peu de règles sur Internet, c'est-à-dire que le framework est sorti en fin 2018 en version stable, et depuis, sur Internet, il n'y a pas de grands groupes ou de grands acteurs qui vont avoir des règles sur l'implémentation dans leur pipeline de machine learning de TFX, et donc de TFX en production dans leur cas d'usage. Du coup, les seuls règles qu'il y a, c'est Google, et forcément qui ferait un peu les louanges de leur outil, et du coup, c'est très compliqué de se faire un avis un peu sur l'outil, et aussi de voir comment c'est effectivement mis chez des grands acteurs. Donc, suite à ça, au déploiement de TFX, il y a une question qui a émergé, c'est est-ce que ça représente vraiment la réalité d'avoir une pipeline qui est entièrement en TFX? Est-ce que ça représente la réalité du terrain? Un exemple tout simple, c'est un consultant, quand il va arriver chez un client, il ne va pas forcément avoir l'occasion et l'opportunité de redévelopper tout en TFX, c'est-à-dire de mettre un écosystème TensorFlow pour pouvoir avoir vraiment toutes ces briques qui interagissent entre elles TFX. C'est vraiment pas la réalité du terrain et c'est pas la réalité que les consultants vont avoir en mission. Du coup, on s'est dit,
est-ce qu'il n'y a pas des briques de TFX qu'on peut sortir un peu de cet écosystème et qui ont une vraie valeur ajoutée et qu'on va pouvoir implémenter dans notre pipeline? La réponse, forcément, c'est oui, il y en a. Il y en a qui s'implémentent bien de manière individuelle et non pas dans l'écosystème entier. C'est notamment la brique de data validation qui va permettre de faire de la validation de données, la brique d'analyse de modèle, donc qui va être tout ce qui est évaluation du modèle, et la brique de serving, donc TensorFlow Serving. Donc je vais vous présenter un peu ces trois briques et comment on les a mises en place dans notre projet. La première brique, c'est celle de validation des données. Alors, pour commencer sur la validation des données, je vais vous donner un exemple un peu de pourquoi on va faire de la validation des données et pourquoi c'est important de le faire au plus tôt dans la pipeline. Et lorsqu'on a une pipeline qui est mise en production, une pipeline d'entraînement qui est en production, c'est ultra important d'avoir de la validation des données. Le premier exemple, c'est qu'on va reprendre notre exemple de classification de déchets. Nous, notre algorithme, il est entraîné et il prend en input, par exemple, notre architecture de l'algorithme, c'est l'input, c'est du 224 par 224 par 3. Donc, c'est-à-dire hauteur, largeur de l'image et notre channel, donc notre plage de couleur de l'image. Donc, on attend des images qui sont en couleur. Donc, dans le cas où on va avoir cette architecture qui est faite, si on a des nouvelles données qui rentrent dans notre pipeline et qu'on veut réentraîner notre réseau avec l'architecture actuelle, si quelqu'un a mis et a labellisé des nouvelles données dans notre dataset et que c'est une image de canette de coca qui est en couleur, forcément, du coup, on va avoir la shape de cette image qui va être 224, 224, 3, et donc c'est cette bonne forme d'image, et notre algorithme va pouvoir s'entraîner et va sortir un modèle. On ne va pas avoir d'erreur, c'est super. Par contre, si on imagine que quelqu'un met dans notre dataset une image qui est en noir et blanc, donc c'est du grayscale, la shape de cette image, ça va être 224 par 224 par 1, et c'est là que vous en doutez, on va avoir un problème. C'est-à-dire que l'architecture de notre réseau de neurones, elle ne va plus du tout correspondre et on va avoir une erreur. Donc ça, si ça arrive trop loin dans notre pipeline, on aura déjà commencé à entraîner, on aura déjà fait de l'extraction de features, de la transformation des données, alors qu'on a une erreur qui traîne. Du coup, c'est primordial de valider au plus tôt nos données dans notre pipeline. Comment ça marche de manière globale, la validation des données? C'est-à-dire qu'il y a deux fichiers qui sont importants et qui vont être générés par TensorFlow Data Validation. C'est le fichier de schéma de structure et le fichier de statistiques. Le premier fichier de schéma, il va permettre de contenir vraiment tout ce qui est la structure de nos données, donc c'est-à-dire les colonnes, les features, les types de features, les intervalles, toutes ces informations-là pour vraiment faire un schéma type et donc de référence de nos données telles qu'elles doivent être. Du coup, un exemple d'anomalie que le schéma peut détecter, c'est lorsqu'une colonne est drop. Si on a un schéma qui dit on a 5 colonnes, c'est ces features-là, et d'un seul coup on en a une qui est plus existante, on va avoir une anomalie. C'est pareil par exemple pour de la détection d'anomalies de type. Donc on a un âge, donc c'est un int, et d'un seul coup on va avoir une string qui est, pour donner un âge, on l'a sous forme de string, donc ça c'est pas bon. Ou encore, par exemple, des intervalles, comme je l'ai dit, il y a, par exemple, notre intervalle d'âge, on a décidé que c'était de 1 à 100, mais d'un seul coup, on a quelqu'un qui a 102 ans et qui sort de l'intervalle. Là aussi, on va pouvoir afficher une anomalie et donc corriger un peu ces anomalies ou update la structure de notre schéma. Et il y a le fichier de statistiques, donc là, c'est vraiment des statistiques qui seront calculées sur nos données, les moyennes, les médianes, les distributions sur l'ensemble des features ou sur chacune des features individuelles. Et ça nous permet de faire de la détection de drift, notamment quand il y a des changements de distribution, donc parce que nos données, forcément, elles évoluent au cours de temps, et les distributions vont changer, et on a, en fonction des distributions, besoin ou pas de mettre à jour notre modèle. Donc, comment on génère ce fichier de statistiques et comment on l'utilise dans notre pipeline? Nous, on a deux cas d'usage qu'on a vus. C'est la génération initiale de ces fichiers. C'est-à-dire qu'il y a bien une première fois où on va générer une structure de données, nos statistiques. Alors ça, généralement, ça se fait lors de la phase exploratoire et quand on a développé un premier modèle. On va générer ces deux fichiers donc, qui vont contenir les statistiques et la structure, donc on appelle le schéma. Et ces deux fichiers, on va venir les upload dans un bucket S3 pour avoir une sorte de versionning de ces fichiers et aussi pouvoir les avoir pour la validation des données en production. Et le deuxième cas d'usage, c'est lorsqu'on est effectivement en production et qu'on fait de la data validation en production, on va avoir du coup des nouvelles données qui vont rentrer, on va générer un fichier de stats et un fichier de schéma sur ces nouvelles données, et lorsqu'ils vont être générés, on va venir dans la brique de validation des données, et ce que la brique de validation va faire, c'est qu'elle va venir télécharger depuis le bucket S3 nos stats et notre schéma de référence, et elle va venir les comparer avec ceux des nouvelles données pour nous dire si la validation est passée ou pas, ou si on a effectivement des anomalies. Comment ça fonctionne un peu plus techniquement? C'est-à-dire que
Quand on est sur un notebook, on a des visualisations où on va voir, par exemple, avec TensorFlow Data Validation, on va voir les anomalies de manière très visuelle, qui utilisent notamment Google Faceit, qui permet d'avoir des visualisations interactives de nos données et des anomalies. Mais quand on est en production, on n'est pas dans un notebook et du coup, forcément, il faut passer par la case un peu où on va développer nos propres fonctions qui vont permettre d'analyser en fait les anomalies qui sont renvoyées par TensorFlow Data Validation. Donc, ce que nous retourne TFDVA, TensorFlow Data Validation, ce qui nous retourne, c'est un protobuf, comme la plupart des outputs de TFX. Et ce protobuf, on peut venir, grâce à une fonction qu'on a développée, un peu en extraire toutes les anomalies dans notre pipeline qu'on va montrer en fait dans la production, et on va pouvoir, par exemple, arrêter notre pipeline si on a certaines anomalies. Quel contrôle on a? Il faut savoir que tout n'est pas anomalie. On peut décider ce qui est des anomalies et avoir un contrôle plus fin vraiment sur les anomalies dans notre pipeline. Par exemple, si on prend le channel, donc la plage de couleurs de notre image, on peut dire qu'on veut que cette feature elle soit présente dans au moins 50% des cas avant qu'on ait une anomalie. Donc, si on a cette feature qui est présente à 70%, c'est bon, on ne va pas avoir d'anomalie. Par contre, si d'un seul coup, on n'a pas assez de cette feature, on n'a que 30% dans toutes nos données, ben là, on va afficher une anomalie sur notre pipeline. Et ensuite, on peut dire, par exemple, pour revenir à l'exemple de la canette de Coca, on veut que ce channel, cette dimension, ce soit 3 et rien d'autre. Dans ces cas-là, ça veut dire que si on a une image qui va arriver et qui va avoir un channel de 1, elle ne va pas passer. Et dès le début de notre pipeline, on va avoir une anomalie qui est envoyée et qui va stopper la pipeline. Et tout de suite, on va pouvoir corriger ça plutôt que d'avoir une erreur qui est à la fin de notre pipeline. Et dans ces cas-là, c'est très difficile à débugger parce qu'il y a tout qui s'est passé avant. On ne sait pas trop où l'erreur a été commise ou où l'erreur est arrivée. Et du coup, ça va être plutôt permettre de détecter ce genre d'erreur. Et pour la détection de drift, comment ça marche un peu plus en profondeur la détection de drift avec TensorFlow, c'est tout simplement un calcul de la divergence entre les distributions. Et donc, il va calculer une divergence et on va pouvoir lui donner un seuil à partir duquel on estime qu'effectivement, il s'agit d'un drift. Donc, dans l'exemple de la résolution de notre image, de nos images, on va dire qu'on va considérer qu'on a un drift vraiment sur cette feature, un drift assez important, à partir d'un seuil de 0,4. Donc, si le seuil est supérieur à 0,4, on va envoyer une anomalie de drift dans notre pipeline. Donc, pour résumer un peu le flow de validation qu'on a dans notre pipeline, c'est-à-dire qu'on a des nouvelles données qui vont arriver. On va générer des statistiques pour sortir en fait nos deux fichiers de validation des données, donc le fichier de statistiques et le fichier de schéma. Ces deux fichiers, ils vont rentrer dans une brique de validation, et cette brique de validation, on va y amener aussi notre schéma de référence et nos stats de référence sur les données historiques qu'on avait déjà. Et on va procéder à la validation des données. Donc, il y a plein de calculs qui vont être faits pour savoir si effectivement la validation passe ou pas. Et le cas le plus simple, c'est lorsque la validation, elle passe. Donc, si la validation, elle passe, c'est simple, on continue la pipeline, on fait du pré-processing, on fait l'évaluation, l'entraînement, l'évaluation, plutôt dans ce temps-là. Et le cas le plus complexe, c'est quand il y a une anomalie, par exemple. Donc, il y a deux cas lorsqu'il y a une anomalie. C'est lorsqu'on a effectivement un problème sur nos données, donc un véritable problème sur nos données. Quand je dis véritable problème, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, une colonne qui ne devait pas être drop et qui a été drop lors de l'extraction des données. Ça, c'est un problème qui ne doit pas avoir lieu, entre guillemets, et qu'il faut réparer. Donc, il faut réparer un peu nos méthodes, par exemple, d'extraction des données pour pas que cette colonne elle soit drop. Et l'autre cas d'usage, c'est quand on a des anomalies qui sont entre guillemets normales, c'est-à-dire liées à l'évolution naturelle de nos données au cours du temps. Dans ces cas-là, il faut faire deux choses. La première, c'est on met à jour l'implémentation de notre modèle. Peut-être que l'input de notre modèle, il a changé du coup, parce que nos données, elles ont changé de forme et qu'on veut refléter ça lors de l'entraînement de notre modèle. Et il va falloir aussi qu'on mette à jour notre schéma, notre fichier de schéma et notre fichier de statistiques dans notre bucket S3 pour que lorsqu'on va faire une prochaine validation des données, on ait ces deux fichiers qui sont à jour et qui reflètent nos nouvelles données et la nouvelle forme de nos données. Donc pour rentrer un peu plus dans les détails, comment on met à jour justement ces fichiers dans notre bucket et comment on met à jour notre schéma de données. Ça marche aussi pour les statistiques, mais là je vais me concentrer sur le schéma. Donc, lorsqu'on a une anomalie, notre pipeline, elle va fail. Et lorsqu'il va y avoir une erreur dans notre pipeline, on va dire, OK, c'est une erreur de validation des données. On va venir inférer un schéma, donc c'est-à-dire qu'on va demander à TensorFlow Data Validation de venir nous présenter un nouveau schéma de structure de données en disant,
montre-nous les modifications qu'il y a et le nouveau schéma à quoi il ressemble. Donc, on a par exemple une nouvelle colonne ou un intervalle qui a changé. Tout ça, on va le voir apparaître dans notre pipeline. Et à ce moment-là, on va demander l'approbation de l'utilisateur, parce qu'il faut que ça soit soumis à une approbation de l'utilisateur, d'un data scientist qui va venir voir ce schéma, qui va dire OK, ce schéma, il me va, j'approuve le changement de schéma, et sur cette approbation du nouveau schéma, ça va venir être upload dans notre bucket S3 et versionné. Donc tous nos schémas de structure de données, tous nos statistiques vont être versionnés pour nous permettre, parce que c'est une vraie source de documentation en fait et de partage de connaissances au sein d'une équipe, d'avoir vraiment l'évolution de nos données à travers du temps, donc que ce soit la structure ou les statistiques ou les distributions, ça permet vraiment d'avoir une source de documentation en plus. Donc voilà. Donc, une fois que ça s'est fait, vous allez me dire, mais on a plusieurs briques qui font certaines choses. On a la data validation qui fait quelque chose, on a les anomalies avec l'inférence d'un nouveau schéma et l'upload de ce schéma. Comment on fait pour connecter tout ça et le faire de manière automatisée? C'est là qu'arrive l'orchestration. Donc, l'orchestration, ça permet d'effectuer des tâches à un moment donné de manière automatique ou des tâches en fonction d'événements extérieurs qui va venir réaliser des tâches au sein de notre pipeline. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme orchestrateur? On a utilisé Prefect. Pour ceux qui connaissent Airflow, du coup, Prefect, ça a été fait par des anciens d'Airflow. On a utilisé Prefect par un peu... parce qu'on voulait tester, on voulait voir un peu les capacités de l'outil, et il y avait une interface qui était vraiment attractive et qui était complète. Du coup, on voulait voir un peu de quoi il en retournait. Et du coup, c'est un outil de data flow automation qui permet du coup de faire de l'orchestration. C'est open source comme Airflow, et dans la théorie, ça se veut rapide et intuitif. Donc en fait, dans la théorie, comment ça fonctionne, Prefect? Il suffit de prendre les fonctions, les méthodes qu'on a fait dans notre code, et juste de mettre un décorateur task, et ça suffit pour que ces méthodes soient orchestrables et lancées par Prefect. Donc en fait, on a la notion de task, donc qui sont des tâches qui vont s'exécuter les unes à la suite des autres ou dans un ordre donné, et on a la notion de flow, donc qui est une succession de tâches. Donc ça, c'est dans la théorie, c'est simple, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans la pratique, comment ça marche un peu plus en profondeur, et les douleurs qu'il peut y avoir et les points d'attention qu'il peut y avoir avec Prefect. Déjà, les flows, donc la succession de tâches, les flows, ils sont enregistrés au format pickle pour être sauvegardés en local si on est en local, dans un bucket S3 si on est dans un environnement AWS par exemple. Ils sont enregistrés au format pickle, mais il faut savoir que tout n'est pas sérialisable. Par exemple, dans notre cas, on avait nos datasets qui étaient qui étaient en mise en cache et prefetch. Donc ça, c'est un format qui n'est pas sérialisable. Du coup, c'est un point d'intention auquel il faut faire attention. Ensuite, comment nos flows sont effectivement lancés? Donc, ils sont lancés grâce à ce qu'on appelle un prefect agent. C'est tout simplement un environnement qui va nous permettre de lancer notre code. Et donc, qui dit environnement dit il faut qu'on ait toutes les dépendances nécessaires à ce que notre code s'exécute. Donc, en local, généralement, quand on développe en local et qu'on lance Prefect en local, il n'y a pas de souci, on a toutes les dépendances pour lancer du TensorFlow, lancer notre code Python. Par contre, quand on est sur des instances comme nous, toute notre pipeline était déployée sur des instances AWS, il faut faire attention à avoir effectivement cet environnement qui permet de tout lancer. Du coup, il faut notamment utiliser des Docker, containeriser un peu ces agents Prefect pour qu'on ait un environnement et des images qui soient capables de lancer notre code. Et enfin, dernière brique qui est très intéressante, c'est le fait de contrôler Prefect grâce à une interface web, un peu comme Airflow, mais vous allez voir, elle est vraiment plus intuitive et vraiment plus ergonomique, l'interface. On voit mieux ce qui en ressort, les tâches qui sont en cours, l'orchestration, le scheduling de certaines tâches, etc. Du coup, l'architecture Prefect qu'on a mis en place dans le projet, là, il y a la brique de classification, donc, qui est historiquement là où l'algorithme était entraîné. Elle va plus servir à entraîner, à proprement parler notre algorithme, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un Prefect server sur la même instance avec tous les Docker qui sont propres à Prefect, donc l'interface, le serveur d'interface, la base de données Postgre et la base GraphQL. Et notre classifieur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir enregistrer nos flows, donc notre succession de tâches va être enregistrée et donc mis au format pickle dans notre bucket S3. Du coup, notre code va être en quelque sorte, nos tâches et nos flows vont être en quelque sorte versionnés et stockés sur ce bucket S3. Et enfin, on a notre agent qui va tourner sur ce Docker, donc qui a toutes les dépendances nécessaires pour faire tourner notre code. Et cet agent, quand on va lancer, par exemple, depuis l'interface graphique de Prefect, on va lancer un run, il va venir télécharger depuis le bucket S3 tout notre code au format pickle, et il va venir le lancer du coup dans cette instance, dans ce Docker.
qui a toutes les dépendances pour faire tourner notre code. Donc voilà un peu à quoi ressemble l'interface Prefect. Je vais passer rapidement dessus. Pour ceux qui étaient là ce matin, Antoine l'a présenté en live. Mais du coup, c'est une interface avec plein de couleurs qui permet de voir un peu comment se comporte une pipeline d'entraînement, voir les tâches qui ont été schedulées. Donc là, par exemple, en orange, je peux voir qu'on a des tâches qui vont arriver prochainement, les tâches qui ont fail, les tâches qui ont success. Aussi, on peut voir le schéma un peu de dépendance de toutes nos tâches. Donc là, on peut voir un peu à quoi ressemble le projet avec l'ingestion des données, le training, qu'est-ce qui se passe si la data validation elle échoue. Donc qu'on peut voir au milieu la data validation, si jamais elle échoue, on a un nouveau schéma qui est inféré. Et grâce à Prefect, on va pouvoir notamment demander l'approbation d'utilisateurs pour lancer des tâches. Et c'est comme ça qu'en fait, la tâche de update schéma, qui est tout en bas, elle est liée à une approbation utilisateur. Donc, si un data scientist passe par là et a vu qu'il y avait en attente une approbation d'un nouveau schéma, il va regarder le schéma, il va dire, OK, ce schéma est bon, je vais venir l'update, tout simplement. Donc, voilà une dernière interface de Prefect. Pour la partie TensorFlow Serving, donc là, on a vu vraiment tout ce qui était au début de notre pipeline et l'orchestration, donc le début avec la validation des données et l'orchestration de toute notre pipeline d'entraînement. Et maintenant, ce qui est à la fin, c'est effectivement délivrer des prédictions aux utilisateurs, que l'utilisateur puisse interagir avec notre algorithme. Et ça se fait via le serving. Donc, je vais présenter un peu plus en détail TensorFlow Serving comparé à ce qui a été présenté ce matin en même temps qu'MLflow. Il y a 4 points forts à TF Serving. C'est la performance. Il y a la possibilité d'utiliser gRPC, donc qui est un protocole qui est un peu maintenu par Google pour les requêtes. Donc, on peut utiliser gRPC et REST, et les deux tournent en même temps. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'un ou l'autre, et forcément, gRPC, c'est 10 fois plus rapide. Il y a les disponibilités des modèles, c'est-à-dire que les modèles sont tout le temps disponibles. On n'a pas un temps où on va avoir notre serving qui est indisponible parce qu'il y a un modèle qui n'est pas chargé dans le moteur de serving. Tout le temps, il va y en avoir un. La gestion de multiples modèles, on peut très bien servir notre modèle de classification, mais aussi un autre modèle de régression en même temps via TensorFlow Serving. Du coup, c'est super pour servir plusieurs modèles. Et on a aussi une gestion des versions dans TensorFlow Serving. Donc, différentes versions du même modèle, par exemple. Comment ça marche un peu l'architecture de TensorFlow Serving, enfin de quoi il a besoin pour fonctionner? Il a besoin tout simplement qu'on lui donne un nom de modèle. Donc là, notre classifieur, notre nom de modèle, ça va être classifieur V1. Et du coup, l'arborescence, ça va être notre nom de modèle qui est le dossier principal, et les sous-dossiers, ça va être les versions en fait de ce modèle-là. Donc on va avoir plusieurs versions, et ensuite dans chacune des versions, on va avoir le modèle qui est dans ce dossier-là, et c'est un peu cette architecture dont a besoin TensorFlow Serving pour venir servir un modèle et ses versions. Comment nous on a mis ça en place dans notre pipeline de manière simple, efficace, et surtout comment on a fait du shadow, c'est-à-dire qu'on a notre fichier de configuration au format protobuf qui est qui est envoyé à TensorFlow Serving, que TensorFlow Serving vient télécharger depuis un bucket S3. Ce fichier de configuration, il contient le nom de notre modèle, donc j'espère que vous voyez bien, que c'est pas trop pixelisé, mais en couleur, il y a les éléments importants, donc le nom de notre modèle, donc classifieur V1. Et ensuite, on va venir y apposer dans notre configuration des labels. Donc nous, on a dit, on veut un label qui s'appelle production, on veut un label en shadow. Et en fait, ces deux versions de modèles, la production et le shadow, pointent vers des versions de modèles différentes. Donc la version 1 pour la production et la version 2 en shadow. Et en fait, on peut voir à droite les requêtes qu'on va faire à TF Serving, c'est-à-dire qu'on va donner le nom du modèle, donc on ne peut pas se tromper, et son label. Donc est-ce qu'on veut la production ou est-ce qu'on veut le shadow? Et du coup, nous, on avait deux modèles on a toujours deux modèles, un modèle qui est en prod et un modèle qui est en shadow qu'on va pouvoir venir évaluer, et c'est comme ça qu'on l'a mis qu'on met notre modèle en prod et en shadow avec TensorFlow Serving. C'était expliqué un peu aussi sur la présentation d'Antoine ce matin, mais du coup, pour récapituler, MLflow nous renvoie en fait les modèles, le tag des modèles. Donc on peut dire MLflow renvoie-moi le modèle qui est tagué en production, ou renvoie-moi le modèle qui est tagué en shadow. Et ça nous renvoie le lien depuis notre S3 où est stocké effectivement ce modèle. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce lien, on va venir update, en fait, mettre à jour notre fichier de configuration. Par exemple, si on a changé le modèle qui est en production, ça nous renvoie le lien du S3. On met à jour ce lien dans notre fichier de configuration. Il est du coup mis à jour dans notre bucket S3, et TensorFlow Serving va venir à intervalles réguliers mettre à jour son fichier de config, donc retélécharger le fichier de config à intervalles réguliers, qui est entièrement paramétrable, et ça va jusqu'à 1 seconde. Du coup, on a toujours le dernier modèle en production et le dernier modèle en shadow qui tourne sur notre serving. Donc pour conclure,
déjà, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une des briques dont je n'ai pas parlé, c'est la brique de modèle analysis, donc TensorFlow Model Analysis. C'est une brique super intéressante dont je voulais vous parler en conclusion parce que elle permet de faire beaucoup de choses, mais le point négatif, c'est qu'elle est très difficile à intégrer. Donc nous, on a choisi, enfin, l'écosystème n'est pas entièrement TensorFlow, il y a du MLflow, il y a plein d'inputs, d'outputs un peu de partout, mais cette brique, elle est difficile à mettre en place, mais elle peut apporter une vraie plus-value. Parce que bon, elle permet de faire de la comparaison de modèles. Par exemple, on va comparer le modèle qui est en prod avec le modèle qu'on vient juste d'entraîner pour savoir s'il a des meilleures performances. Mais un des points forts que je trouve et qui est vraiment intéressant, c'est l'analyse sur des sous-ensembles. Par exemple, imaginons on a un biais dans notre modèle. Je ne sais pas, par exemple, pour reprendre notre, c'est pas vraiment un biais, mais on va dire que on prédit mieux le métal dans notre algorithme de classification que le carton. Et on veut améliorer notre modèle pour qu'on prédise de la même manière aussi bien le carton que le métal. Du coup, ce qu'on va dire, c'est qu'avec la brique de modèle analysis, on va venir voir si effectivement nos métriques du coup sont meilleures. Donc, par exemple, notre accuracy est meilleure sur le carton entre notre modèle qui est en production et notre modèle qu'on vient de réentraîner. Et ça, on peut l'imaginer dans plein de cas d'usage qui va nous permettre de tester si un nouveau modèle il règle des problèmes de biais qu'il y avait sur l'ancien modèle, par exemple. Et on peut suivre plusieurs métriques. Donc, avec TensorFlow Model Analysis, on peut suivre l'accuracy, même des métriques un peu métiers ou custom. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool de ce côté-là. Du coup, pour faire le récapitulatif du flow qu'on a vu sur notre projet, c'est une pipeline industrialisée de machine learning sur un algorithme de classification. Et donc, si on commence, on dit, on a une web app qui permet de faire des prédictions. Un utilisateur va mettre une photo dessus, il va lancer une prédiction. Du coup, on va lui demander un peu, on a une petite boucle de feedback, on va lui demander est-ce que la prédiction était bonne ou pas. Si elle est bonne ou pas, en fonction, ça va permettre d'implémenter, de venir amener une nouvelle image dans notre base de données qui est labellisée automatiquement par l'utilisateur, et donc de faire grossir notre base de données. Une fois que ça s'est fait, on va avoir du coup le lancement d'un réentraînement avec une orchestration qui va permettre de lancer plusieurs tâches, donc la validation des données, la data augmentation, l'entraînement, etc. Du coup, ça va passer à l'entraînement. Et ensuite, on va venir faire du model tracking avec MLflow qui va venir versionner tous les artefacts, versionner nos modèles, tout versionner à l'intérieur de notre pipeline pour qu'on puisse s'y retrouver au fil du temps. Ça, du coup, ce qu'on va venir faire ensuite, c'est que forcément, on va venir délivrer un nouveau modèle qui a été entraîné et qui est meilleur grâce au serving et qui va intégrer du coup la web app et qui va être disposé aux utilisateurs et ainsi de suite. Et voilà, on a tout le flow du projet. Merci pour votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.